Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Mona Lisette. Aujourd'hui, je vais vous lire Le singe de Stephen King. Lorsque Hal Shelburne le vit, lorsque son fils Dennis le sortit du carton Ralston Purina moisi qui avait été poussé très loin sous une avancée du toit dans le grenier, il fut saisi d'un tel sentiment d'horreur et d'incrédulité qu'un instant, il crut qu'il allait pousser un hurlement. Comme pour le ravaler, il porta son poing à sa bouche et se contenta de tousser. Terry et Dennis ne remarquaient rien, mais Pittet jeta un regard curieux autour de lui. « Ça, c'est chouette !» déclara Dennis, la voix pleine d'une admiration respectueuse. L'enfant ne s'était pas adressé à son père sur ce ton-là depuis bien longtemps. Dennis avait 12 ans. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Pittet. Il lança un nouveau coup d'œil à son père avant de revenir, fasciné, sur ce qu'avait trouvé son grand frère. « Qu'est-ce que c'est, papa ?»« C'est un singe, couillon, répondit Dennis. T'en as jamais vu ?»« Ne traite pas ton frère de couillon, intervint Terry machinalement en fouillant dans un carton plein de rideaux. Ils étaient poisseux de moisissure et elle les lâcha aussitôt. Pouah !« Est-ce que je peux le prendre, papa ? Demanda Pittet. Il avait 9 ans. Mais quoi encore ? T'écria Dennis. C'est moi qui l'ai trouvé. Hé, les garçons, s'il vous plaît, intervint Terry. Vous me donnez la migraine. Hal les entendait à peine. Le singe, entre les mains de son fils aîné, lui jeta ce sourire grimaçant qu'il connaissait bien, celui-là même qui avait hanté les cauchemars de son enfance, qui les avait hantés jusqu'à ce qu'il... Dehors s'éleva une bourrasque glacée, et des lèvres décharnées sifflèrent longuement une note dans la vieille gouttière rouillée. Pittet se rapprocha de son père. Il observait avec inquiétude la charpente grossière hérissée de têtes de clous. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda-t-il. Le sifflement se mourut en un bourdonnement grave. « Le vent, tout simplement, » répondit Hal, sans quitter le singe des yeux. Les cymbales, dans la lumière avare de l'unique ampoule, croissant de cuivre plutôt que cercle plein, restaient immobiles, à quelques 30 centimètres d'écart. Le vent siffle, mais il ne connaît pas la musique, ne put-il s'empêcher d'ajouter. Et il réalisa qu'il s'agissait d'une de ces petites phrases qu'affectionnait oncle Will. La note revint. Des rafales de vent déferlaient de Crystal Lake en longs vrombissements graves et s'engouffraient par vagues dans la gouttière. Une demi-douzaine de souffles glacés frappèrent Hal en plein visage. Seigneur, cet endroit ressemblait tant au débarras situé dans l'arrière de la maison de Hartford. Il lui semblait qu'ils avaient tous été transportés 30 ans plus tôt. Il ne faut pas que j'y pense. Mais bien entendu, il ne pouvait penser qu'à ça. Le débarras où j'avais trouvé ce foutu singe exactement dans le même carton. Avançant à croupeton sous la pente raide du toit, Terry s'était éloigné pour fouiller dans une cagette remplie de bric-à-brac. « Je n'aime pas ça, » dit Pittet, en cherchant la main de Hal. « Dennis peut le prendre s'il veut. On y va, papa ?»« T'as peur des fantômes, espèce de trouillard ?» se moqua Dennis. « Ça suffit, Dennis, » lança Terry d'un air absent. Elle avait déniché un plat à gâteau à motif chinois. « C'est joli, ça, c'est... » Hal venait de s'apercevoir que Dennis avait découvert dans le dos du singe la clé qui permettait de le remonter. Battant de ses ailes noires, la terreur fondit sur lui. « Ne touche pas à ça !» Ce lui était venu plus brutalement qu'il ne l'aurait souhaité, et il avait arraché le singe des mains de Dennis avant même de réaliser ce qu'il faisait. Dennis se tourna vers lui, sidéré. Terry, elle aussi, le regarda par-dessus son épaule, et Pittet leva les yeux. Pendant un moment, ils firent tous silence, et le vent siffla à nouveau, très faiblement cette fois, comme un appel déplaisant. « C'est qu'il est certainement cassé, » expliqua Hal. Il était toujours cassé, sauf quand il décidait de ne plus l'être. « C'était pas une raison pour me l'arracher, hein » râla Dennis. « Oh, la ferme, Dennis !» Celui-ci battit des paupières et, l'espace d'un instant, il eut presque l'air malheureux. Il y avait bien longtemps que Hal ne lui avait pas parlé si durement. Pas depuis qu'il avait perdu son emploi à la National Aerodyn 2 ans auparavant et qu'ils avaient dû quitter la Californie pour s'installer au Texas. Dennis décida de ne pas faire d'histoire. Pas pour l'instant, en tout cas.
Il se remit à fouiller dans le carton Ralston Purina, mais il n'est resté qu'un fouillis sans intérêt. Des jouets éventrés, ressorts et rembourrages à l'air. Le vent était plus fort à présent. Il ne sifflait plus, il ululait. Le grenier se mit à craquer doucement. On aurait cru entendre des pas. « Olé, papa !» implora Pité, à peine assez haut pour que son père puisse l'entendre. « D'accord. Terry, on y va. »« Je n'ai pas fini. »« On y va, t'as entendu ?» À son tour, elle sembla stupéfaite. Ils occupaient 2 chambres contiguës dans un motel. À 10 heures, les garçons dormaient dans la leur. Terry s'était endormie, elle aussi. Pendant le voyage du retour, elle avait pris 2 Valium pour se calmer et prévenir une migraine. Elle en absorbait beaucoup ces derniers temps. Ça avait commencé à peu près quand la National Aerodyne avait licencié Hal. Depuis 2 ans, il travaillait chez Texas Instruments. Pour 4 000 $ de moins sur l'année, mais au moins il travaillait. Il répétait souvent à Terry qu'ils avaient de la chance. Elle acquiesçait. « Il y a des tas de dessinateurs industriels au chômage, disait-il. Elle acquiesçait. « L'entreprise d'Annette n'est pas plus mal que celle de Fresno, ajoutait-il. Elle acquiesçait toujours, mais il savait bien qu'elle n'était pas convaincue. En plus, il perdait le contact avec Denis. Il sentait que le gosse s'éloignait, qu'il manifestait très tôt un grand désir d'évasion. « Salut, Denis. Adieu, étranger. Ça a été sympa de faire un bout de chemin avec toi. » Terry pensait que le gamin fumait de l'herbe. Elle en avait plusieurs fois reconnu l'odeur. « Il faut que tu lui parles, Al. » À son tour, il acquiesçait, mais jusque-là, il n'en avait encore rien fait. Les garçons dormaient, Terry aussi. Al se rendit dans la salle de bain, ferma la porte à clé, s'assit sur l'abattant des WC et contempla le singe. Il l'avait en horreur, cette peluche brune et douce, râpée par endroits. Il détestait son sourire. « Ce singe a un vrai sourire de nègre », avait dit une fois oncle Will. Mais il ne souriait pas comme un nègre ou qui que ce soit d'humain. Son sourire était tout en dents, et si on tournait la clé, ses lèvres se mettaient à bouger. Ses dents semblaient plus grandes, comme des dents de vampire. Ses lèvres se tordaient et les cymbales se mettaient en branle. Singe odieux, odieux singe mécanique, odieux, odieux. Il le laissa tomber. Ses mains tremblaient et il l'avait laissé tomber. La clé cliqueta sur le carrelage de la salle de bain. Ce bruit lui parut très fort dans le silence. Le singe lui souriait, ses yeux d'ambre sombre fixés sur lui, des yeux de poupée, pleins d'une gaieté stupide, ses cymbales de cuivre prêtes à s'entrechoquer pour scander la marche de quelques fanfares venus de l'enfer. Sur son socle était inscrit « Made in Hong Kong ». « Ce n'est pas possible que tu sois là, murmura-t-il. Je t'ai jeté dans le puits quand j'avais 9 ans. » Le singe lui souriait. Dehors, dans la nuit, une noire bourrasque de vent secoua le motel. Bill, le frère de Hal, et sa femme Colette les retrouvèrent le lendemain chez oncle Will et tante Ida. « Ça t'a jamais traversé l'esprit qu'un décès dans la famille est une sale occasion pour renouer les liens ?» lui demanda Bill, avec un drôle de petit sourire. On l'avait prénommé ainsi en l'honneur de l'oncle Will. « Will et Bill, les as du rodéo !» avait coutume de dire oncle Will en lui ébouriffant les cheveux. C'était une de ces petites phrases qu'il aimait à répéter, comme « le vent siffle mais il ne connaît pas la musique ». Oncle Will était mort 6 ans plus tôt, et tante Ida avait vécu là, toute seule, jusqu'à ce qu'une attaque l'emporte, il y avait de ça 1 semaine. « Sans crier gare », avait dit Bill, quand il avait appelé Hal pour lui annoncer la nouvelle. Comme s'il en savait quelque chose, comme si quiconque pouvait savoir. Elle était morte, dans une solitude totale. « Ouais, » répondit Hal, « j'y ai pensé. » Ils firent ensemble le tour de la maison, cette maison où ils avaient passé la fin de leur enfance. Leur père, un navigant de la marine marchande, avait disparu un jour, ils étaient tout jeunes encore, comme s'il avait été effacé de la surface de la terre. Bill prétendait s'en rappeler vaguement, mais pour sa part, Hal n'en gardait aucun souvenir. Leur mère était morte quand Bill avait 10 ans et Hal 8. Tante Ida les avait ramenés depuis Hartford par l'autocar Greyhound. C'est ici qu'ils avaient grandi jusqu'à leur départ pour l'université. C'est à cet endroit qu'ils pensaient quand ils avaient la nostalgie de l'enfance. Bill n'avait pas quitté le Maine
et avait monté à Portland un cabinet juridique aujourd'hui prospère. Al s'aperçut que Pete s'était éloigné vers le buisson de mûrier qui formait un enchevêtrement inextricable sur le côté de la maison. « Va pas par là, Pete !» s'écria-t-il. Pete se retourna, étonné. Al fut submergé par l'évidence de l'amour qu'il portait à son fils. Et il repensa tout à coup au singe. « Pourquoi, papa ?»« L'ancien puits se trouve quelque part par là, intervint Bill. Je sais pas où exactement. Ton père a raison. Pete, t'approche pas de ce coin. Il y a bien trop d'épines. Pas vrai, Al ? Ouais, répondit celui-ci machinalement. Sans se retourner, Pete se dirigea vers la petite plage de galets. Denis y était déjà, occupé à faire des ricochets. Le poids qui écrasait la poitrine de Al se fit alors un peu moins lourd. Bill avait peut-être oublié où était le vieux puits, mais à la fin de l'après-midi, Al le retrouva sans la moindre hésitation en se frayant un chemin à travers les ronciers qui déchiraient sa vieille veste de flanelle et s'acharnaient sur ses yeux. Le souffle court, il s'immobilisa devant les planches gauchies et pourries qui le recouvraient. Après un instant d'hésitation, il s'agenouilla. Ses genoux claquèrent comme des coups de feu, et il repoussa 2 d'entre elles. Du fond de cette humide gorge de pierre, un visage de noyé le contemplait, les yeux grands ouverts, la bouche grimaçante. Une plainte lui échappa. Elle était faible, mais au fond de son cœur, elle éclata violemment. C'était son propre visage qu'il voyait dans l'eau sombre, pas celui du singe. Pendant un instant, il avait cru que c'était celui du singe. Il tremblait. Tout son corps tremblait. Je l'ai jeté dans le puits. Je l'ai jeté dans le puits. Oh mon Dieu! Ne me laissez pas sombrer dans la folie. Je l'ai jeté dans le puits. Celui-ci s'était asséché l'été de la mort de Johnny McCabe, l'année qui avait suivi l'arrivée de Bill et Al chez Oncle Will et Tante Ida. Oncle Will avait emprunté de l'argent à la banque pour faire creuser un puits artésien et le fouillis de ronces avait fait disparaître l'ancien, le puits asséché. Mais l'eau était revenue, comme le singe. Cette fois-ci, il ne chasserait pas les souvenirs. Al s'assit là, impuissant, les laissa remonter, essayant seulement de les accompagner, de les chevaucher comme un surfeur sur une vague géante qui l'écrasera s'il tombe de sa planche. Essaya seulement de la traverser jusqu'à ce qu'il se soit à nouveau estompé. Il était venu là à la fin de l'été de la mort de Johnny McCabe, et se frayant un chemin parmi les ronces couvertes de mûres. Leur odeur lourde l'avait écœuré. Personne ne les cueillait jamais, sauf parfois Tante Ida, qui prenait les plus accessibles en bordure des buissons et en ramenait une poignée dans son tablier. Au plus épais de l'enchevêtrement, les fruits avaient dépassé le stade de la maturité. Certains pourrissaient déjà, exsudant un liquide blanc épais comme du pu. Sous ses pieds, dans l'herbe haute, les criquets lançaient leurs crissements obsédants et sans fin. Cri, cri, cri. Les épines l'avaient égratigné, faisant sourdre des gouttelettes de sang sur ses joues et ses bras nus. Il n'avait pas tenté de se protéger. La terreur l'aveuglait, à tel point qu'il faillit trébucher sur les planches pourries qui obstruaient le puits. Il était passé à 2 doigts de la chute qui aurait pu le précipiter 10 mètres plus bas, sur le fond boueux. Il avait fait tournoyer ses bras pour retrouver l'équilibre et s'était déchiré davantage encore sur les ronces. C'était à cause de ce souvenir-là qu'il avait rappelé Pete si sèchement. C'était le jour de la mort de Johnny McCabe, son meilleur ami. Ce jour-là, Johnny avait grimpé jusqu'à la cabane qu'il s'était construite dans un arbre au fond du jardin. Ils en avaient passé des heures ensemble cet été-là, à jouer aux pirates, à observer sur le lac des galions imaginaires, à faire tonner des canons, à prendre des ris dans les voiles. Ils ne savaient d'ailleurs pas très bien ce que ça voulait dire. À préparer des abordages. Johnny était monté dans l'arbre par l'échelle, comme des milliers de fois auparavant, et le dernier barreau avant la trappe d'accès à la cabane avait cédé sous ses mains. Il avait fait une chute de 10 mètres et il s'était brisé la nuque. Tout ça par la faute du singe, de ce singe, ce maudit singe. Quand le téléphone avait sonné, quand la bouche de Tante Ida s'était ouverte d'un seul coup et avait formé un O horrifié parce que Milly, son amie du bas de la rue, venait de lui apprendre la nouvelle,
quand elle avait dit « Viens me rejoindre sous le porche, Hal, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. » Il avait pensé, étreint par un sentiment d'incontrôlable terreur. Le singe, qu'a encore fait ce singe? Aucun reflet de son visage ne s'était imprimé au fond du puits le jour où il avait jeté le singe. Il n'y avait que des pavés et une boue fétide. Il avait contemplé le singe qui gisait sur l'herbe de rue entre les enchevêtrements de mûriers, ses cymbales immobilisées, son large sourire grimaçant dans sa bouche lipue, sa fourrure râpée, miteuse, arrachée par plaques, ses yeux vitreux. « Je te déteste !» avait-il sifflé entre ses dents. Il avait serré dans sa main le corps détestable, avait senti crisser la peluche élimée. Il souriait pendant qu'il le tenait face à lui. « Vas-y !» lui avait-il lancé, provocateur, et pour la première fois de la journée, il avait fondu en larmes. Il l'avait secoué, les cymbales avaient imperceptiblement tremblé. Comme un ver, le singe pourrissait tout ce qui était bon. Tout. « Allez, vas-y, fais-les sonner, fais-les sonner !» Le singe avait continué à sourire. « Vas-y, fais-les sonner !» s'était-il écrié d'une voix maintenant hystérique. « Trouillard, trouillard, vas-y, fais-les sonner ! Je te défie de le faire, je suis sûre que t'oseras pas. » Ses yeux d'un brun jaune, son large sourire réjoui. Alors, fou de colère et de terreur, il l'avait précipité au fond du puits. Il l'avait vu pirouetter, acrobate grotesque exécutant son numéro, et le soleil avait fait luire une dernière fois les cymbales. Il avait heurté le fond avec un bruit sourd, et le choc avait sans doute enclenché le mécanisme, car soudain, les cymbales s'étaient mises en branle. Le claquement, ténu, régulier et entêté, était monté jusqu'à ses oreilles, comme un écho venu de l'au-delà par la gorge de pierre du puits mort. Ding, 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 ding. Hal avait plaqué sa main sur sa bouche. Un instant, il avait cru le voir là, au fond. Ce n'était peut-être qu'un effet de son imagination. Gisant dans la boue, ses yeux flamboyants de colère fixés sur le petit visage rond de l'enfant qui l'observait à la dérobée par la bouche du puits, comme s'il voulait marquer ce visage pour toujours. Ses lèvres s'entr'ouvrant et se refermant sur son sourire grimaçant, ses cymbales s'entrechoquant. Drôle de singe mécanique. Ding, 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 qui est mort? Ding, 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 est-ce que c'est Johnny McCabee qui est tombé, les yeux grands ouverts, qui a fait sa propre pirouette quand il a fendu l'air de ce si bel été, ses mains toujours crispées sur l'échelon cassé, pour se briser sur le sol dans un claquement sec et brutal, le sang giclant par son nez, sa bouche et ses yeux grands ouverts. C'est Johnny, Hal? C'est Johnny ou c'est toi? En gémissant, Hal avait repoussé les planches sur le trou. Il s'était enfoncé des échardes dans les mains, mais ça ne comptait pas. S'en était-il même aperçu sur le coup? Toutefois, malgré les planches, il avait continué à entendre le bruit, assourdi maintenant, et curieusement plus insupportable encore. En bas, dans l'obscurité au visage de pierre, il faisait claquer ses cymbales en agitant par saccades son corps répugnant, et le bruit parvenait au garçon comme dans un cauchemar. Ding, 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 ding. Qui est mort cette fois? Il s'était frayé avec difficulté un chemin à travers les ronciers qui s'agrippaient à lui. Les épines avaient tracé à vif sur son visage des lignes de sang frais. Des boules de bardane s'étaient accrochées au revers de ses jeans. Un moment, il s'était même étalé de tout son long, et dans ses oreilles retentissait toujours ce claquement, comme s'il était lancé à sa poursuite. Oncle Will l'avait découvert bien plus tard, en larmes, assis sur un vieux pneu du garage, et il avait pensé que Hal pleurait la mort de son meilleur ami. C'était vrai, mais il pleurait aussi sous le choc de la terreur qu'il avait éprouvée. Il avait jeté le singe au fond du puits dans l'après-midi. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur le brouillard luisant qui recouvrait le sol comme un manteau, une voiture lancée trop vivement pour la visibilité réduite avait écrasé le chat de tante Ida et poursuivi sa route.
Devant les entrailles répandues de l'animal, Bill s'était mis à vomir tandis que tante Ida sanglotait. La mort de son chat, après ce qui était arrivé au petit Maccabi, avait provoqué chez elle une crise de larmes quasiment hystérique et il avait fallu près de 2 heures à l'oncle Will pour réussir à la calmer tout à fait. Mais Al s'était contenté de se détourner, le visage pâle et fermé, comme s'il était à des milles de là. Son cœur était empli d'une jubilation glacée. Ça n'avait pas été son tour. Ça avait été celui du chat de tante Ida, pas le sien, ni celui de son frère Bill ou d'oncle Will, les 2 as du rodéo. Et maintenant, ils étaient débarrassés du singe. Il avait disparu au fond du puits, et ce n'était pas trop cher payé qu'un chat miteux aux oreilles galeuses. S'il voulait encore faire claquer ses cymbales infernales, qu'il le fasse. Il pouvait bien les frapper et les faire sonner pour des punaises et des cafards, ces créatures noires et rampantes qui vivaient dans le boyau minéral du puits. Ses rouages, ses engrenages et ses ressorts haïs allaient rouiller en bas. Il allait mourir dans l'obscurité de la boue. Les araignées tisseraient son linceul. Mais il était de retour. Lentement, Al recouvrit le puits, comme il l'avait fait ce jour-là, et dans ses oreilles résonna l'écho fantomatique des cymbales du singe. « Ding, 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 qui est mort, Al? Est-ce Terry? Ou bien Dennis? Est-ce que c'est Peter, Al? C'est lui que tu préfères, n'est-ce pas? Est-ce que c'est lui? Ding, ding, ding. » « Pose ça !» Peter sursauta et laissa tomber le singe. L'espace d'un insupportable instant, Al crut que ça y était, que le choc allait déclencher le mécanisme, que les cymbales allaient se mettre à battre et à claquer. « Tu m'as fait peur, papa !»« Oh, excuse-moi, je voulais seulement... Je veux pas que tu joues avec ça. » Les autres étaient allés au cinéma. Il avait pensé qu'ils seraient de retour au motel avant eux. Mais il s'était attardé plus longtemps qu'il ne l'avait cru. Les vieux souvenirs détestés semblaient vivre dans un espace temporel éternel qui leur était propre. Il avait trouvé Terry assise à côté de Dennis. Elle regardait le feuilleton « Les Pecnos de Beverly Hills » à la télévision. L'attention hébétée qu'elle portait à ces images altérées par le temps révélait une récente prise de Valium. Dennis était plongé dans la lecture d'un magazine de rock qui affichait Culture Club en couverture. Peter, assis en tailleur sur le tapis, jouait avec le singe. « De toute façon, il marche pas, » dit Peter. Voilà donc pourquoi Dennis le lui a laissé. Cette pensée laissa Al honteux et furieux contre lui-même. Il ressentait de plus en plus souvent une irrépressible hostilité envers Dennis, mais après coup, il se sentait vil et mesquin, désespéré. « Non, répondit-il, il est trop vieux, je vais le jeter. » Il tendait la main et Peter, l'air troublé, le lui remit. « Pa est en train de devenir complètement schizo, lança Dennis à sa mère. » Sans prendre le temps de réfléchir, tenant toujours à la main le singe qui semblait grimacer son approbation, Al traversa la pièce. Il saisit Dennis par sa chemise et le souleva de son fauteuil. On entendit quelque chose se déchirer. L'expression choquée de Dennis était presque comique. Rockwave tomba par terre. « Hey ! Toi, viens avec moi !» s'écria Al sévèrement en entraînant son fils vers la pièce voisine. « Al !» hurla presque Terry. Peter roulait des yeux ronds. Al fit entrer Dennis dans la chambre. Il claqua la porte et envoya valser contre elle le garçon. Dennis commençait à avoir l'air effrayé. « T'as une sacrée grande gueule maintenant, » lui dit Al. « Lâche-moi, tu déchires ma chemise, tu... » À nouveau, Al plaqua violemment l'enfant contre la porte. « Oui, répéta-t-il, une sacrée grande gueule. C'est à l'école qu'on t'apprend ça? À moins que ce soit là, où tu te défonces. » Dennis s'empourpra, défiguré un moment par la honte. « Je ne serais pas dans cette école de merde si tu t'étais pas fait foutre à la porte, » éclata-t-il. Une fois encore, Al le précipita contre la porte. « J'ai pas été viré. J'ai été victime d'un licenciement économique, tu le sais bien. J'ai pas besoin que tu m'emmerdes avec ça. T'as des problèmes? T'es pas le seul. En tout cas, ne me les balance pas dans la figure. T'as de quoi manger, t'as des fringues sur le cul, t'as 12 ans et c'est pas un gosse de 12 ans qui va m'emmerder comme ça. » Il scandait chaque phrase en tirant brutalement le garçon vers lui jusqu'à ce que leurs nez se touchent presque. Puis, il le projetait à nouveau contre la porte.
pas suffisamment fort pour lui faire mal, mais assez pour que Denis ait peur. Son père n'avait jamais levé la main sur lui depuis qu'ils étaient arrivés au Texas, et il se mit à pleurer et à octer comme le jeune garçon braillard et en bonne santé qu'il était. « Allez, vas-y, frappe-moi » lança-t-il à Hal, son visage tordu et rougi par plaques. « Frappe-moi si ça peut te faire plaisir. Je sais bien que tu me détestes. »« Tu sais bien que ce n'est pas vrai, je t'aime fort, Denis, mais je suis ton père, et tu vas me témoigner un peu plus de respect ou je te casse la figure. » Denis tenta de se dégager. Hal l'attira contre lui et l'enferma dans ses bras. Le garçon se débattit un moment, puis il se laissa aller, le visage blotti contre la poitrine de son père, et pleura, épuisé. Depuis des années, Hal n'avait plus entendu l'un de ses fils sangloter ainsi. Il ferma les yeux et s'aperçut qu'il était, lui aussi, à bout de force. « Arrête, Hal, je ne sais pas ce que tu fais, mais arrête !» cria Terry en martelant la porte avec ses poings. « Je ne vais pas le tuer, répondit-il, fiche-nous la paix. »« Ne, t'en fais pas, maman, l'interrompit Denis d'une voix assourdie par la poitrine de son père. Après un temps de silence perplexe, elle se décida à s'éloigner. Hal regarda à nouveau l'enfant. « Je m'excuse de t'avoir parlé comme ça, pas, » lâcha Denis sans conviction. « Bon, ça va, j'accepte tes excuses. La semaine prochaine, quand on sera de retour à la maison, je te laisserai 2 ou 3 jours avant de fouiller tes tiroirs, Denis. Si l'un ou l'autre renferme quelque chose que tu ne souhaites pas que je vole, t'as intérêt à t'en débarrasser. » Nouvelle bouffée de honte. Denis baissa les yeux et du revers de sa main essuya une coulée de morve. « Je peux y aller maintenant ?» demanda-t-il, renfrogné à nouveau. « Bien sûr, » répondit Hal, et il le lâcha. « Faut à tout prix que je l'emmène camper au printemps, rien que nous deux. Pêcher un peu, comme oncle Will le faisait avec Bill et moi. Faut resserrer les liens. Essayez en tout cas. » Il s'assit sur le lit dans la chambre désertée et contempla le singe. « Vous ne serez plus jamais proches l'un de l'autre, Hal, » semblait grimacer son sourire. « Je te le garantis. Je suis de retour et je vais reprendre la situation en main, comme tu as toujours su que je le ferais un jour. » Hal jeta le singe et posa la main sur ses yeux. Cette nuit-là, dans la salle de bain, Hal réfléchissait en se brossant les dents. Il était dans le même carton. Comment pouvait-il se trouver dans le même carton? Il fit un faux mouvement et sa brosse à dents lui blessa les gencives. Il eut un rictus de douleur. Il avait 4 ans, Bill 6, la première fois qu'il avait vu le singe. Leur père, si souvent absent, avait acheté une maison à Hartford. Elle était bien à eux, entièrement payée, avant qu'ils ne meurent ou ne disparaissent dans un trou quelque part dans le vaste monde ou Dieu sait quoi d'autre. Leur mère était alors secrétaire à l'usine d'hélicoptères Holmes de Westville. Et auprès des garçons, ou du moins pendant la journée, auprès de Hal, car Bill était au cours préparatoire, c'était la valse des babysitters. Aucune d'elles ne restait bien longtemps. Elles tombaient enceintes et épousaient leur petite amie, ou bien rentraient chez Holmes. Ou alors, un beau jour, Madame Shelburne découvrait qu'elles avaient bu un peu du madère réservé à la cuisine ou du cognac qu'elles gardaient dans un buffet pour les grandes occasions. La plupart étaient assez stupides et semblaient n'avoir qu'un but dans la vie, manger et dormir. Aucune ne lisait d'histoire à Hal, comme le faisait sa mère. Cet interminable hiver-là, la babysitter était une immense noire très soignée, prénommée Beulah. Elle déployait des trésors d'affection pour Hal quand sa mère était là, mais n'hésitait pas à le pincer dès que celle-ci avait le dos tourné. Hal l'aimait bien malgré tout. De temps en temps, elle lui lisait l'un des récits hauts en couleur de ces magazines à l'eau de rose dont elle raffolait. « Alors, pour la rousse voluptueuse, la mort s'en vint », entonnait-elle d'un ton sinistre dans le silence somnolent de l'après-midi, et elle engouffrait un autre chocolat fourré de crème au beurre de cacahuète, pendant que Hal étudiait avec gravité les illustrations grenues en buvant une tasse de lait. L'affection qu'il éprouvait pour elle rendit plus tragique encore ce qui arriva. Il avait trouvé le singe par un jour froid et nuageux de mars. La grêle frappait la vitre par intermittence. Beulah était assoupie sur le canapé, un exemplaire du magazine « Mon Histoire »
ouvert sur sa poitrine superbe. Hal s'était glissé dans le débarras pour fouiller dans les affaires de son père. C'était un espace de rangement qui courait tout le long du côté gauche de la maison, au premier étage, espace inutilisé qui n'avait jamais été vraiment aménagé. On y entrait par une petite porte, un genre de trou de lapin, située dans la chambre des garçons dans le coin de Bill. Ils aimaient tous deux y pénétrer, même s'il était glacial en hiver et assez chaud en été pour faire couler de vos pores un plein seau de sueur. Long et étroit, mais assez douillet tout compte fait, le débarras était rempli d'un bric-à-brac fascinant. Quand on croyait avoir tout vu, il en restait encore. Bill et Hal avaient passé des après-midi entiers là-dedans. Ils se parlaient à peine, sortaient des objets de leur boîte, les examinaient, les tournaient et les retournaient afin de se pénétrer de la réalité unique de chacun, puis ils les remettaient en place. Hal se demandait à présent s'il n'avait pas tenté ainsi, du mieux qu'il le pouvait, d'établir le contact avec leur père disparu. Titulaire d'un brevet de navigation, il avait travaillé dans la marine marchande et des monceaux de cartes marines étaient empilés dans le débarras. Sur certaines, on avait décidé de chouettes cercles avec le petit trou de la pointe du compas au centre de chacun d'eux. Il y avait 20 volumes d'un truc appelé le guide baron de la navigation. Une série de paires de jumelles brouillées qui vous faisaient les yeux brûlants et bizarres si vous regardiez dedans trop longtemps. Il y avait des objets pour touristes, souvenirs rapportés d'une douzaine d'escales, des poupées hawaïennes en caoutchouc, un chapeau melon en carton noir entouré d'un ruban déchiré sur lequel était écrit « T'as vu monter personne, j'ai vu monter Carlo », une boule de verre avec une petite tour Eiffel à l'intérieur. Il y avait des enveloppes contenant des timbres étrangers soigneusement classés, des pièces de monnaie de différents pays, des échantillons de roches rapportés de l'île Maui et de drôles de disques en langue étrangère, d'un noir aussi lisse qu'un miroir, lourd et un peu inquiétant. Ce jour-là, alors que la grêle criblait le toit juste au-dessus de sa tête, Hal s'était glissé tout au fond du débarras, avait écarté un carton et en avait aperçu un autre juste derrière celui-là, un carton Ralston Purina. 2 yeux vitreux couleur noisette regardaient par-dessus le bord. Il avait tressailli et s'était précipité vers la porte, le cœur battant, comme s'il venait de découvrir un pygmée meurtrier. Puis, il avait réalisé qu'il demeurait silencieux, avait noté l'immobilité de son regard et compris qu'il s'agissait d'un quelconque jouet. Il s'était approché à nouveau et l'avait sorti du carton avec précaution. Le singe souriait de son sourire sans âge, toute dent dehors sous la lumière jaune. Ses cymbales étaient écartées. Enchanté de sa trouvaille, Hal l'avait tourné et retourné en tous sens et avait senti le crissement de sa fourrure pelucheuse. Son drôle de sourire lui avait plu. Pourtant, n'avait-il pas ressenti autre chose encore ? Une sensation de dégoût presque instinctive qui était venue et repartie presque avant qu'il n'en prenne conscience ? Peut-être, mais s'agissant d'un souvenir aussi ancien que celui-ci, il fallait prendre soin de ne pas trop déformer les faits. Les souvenirs lointains peuvent mentir. Mais n'avait-il pas remarqué la même expression sur le visage de Pittet dans le grenier de la maison de famille ? Il avait vu la clé fixée dans le dos du singe et l'avait manœuvrée. Elle avait tourné bien trop facilement. Il n'y avait pas eu le moindre cliquetis. Cassé alors ? Cassé, mais chouette quand même. Il l'avait sorti du débarras pour jouer avec. « C'est quoi ce truc-là, Hal ?» avait demandé Bella en se réveillant. « Rien, avait-il répondu, je l'ai trouvé. » Il l'avait posé près de son lit, sur l'étagère, au-dessus de son album de coloriage Lassie, chien fidèle, souriant, le regard perdu dans l'espace, les cymbales écartées. Il était cassé, mais souriait quand même. Cette nuit-là, Hal, la vessie pleine, avait émergé d'un rêve tourmenté et s'était levé pour se rendre aux toilettes dans le couloir. À l'autre bout de la chambre, Bill n'était qu'une masse informe de couverture animée par une respiration. Hal était revenu, à demi endormi. Et soudain, dans l'obscurité, le singe avait commencé à heurter ses cymbales. Ding, ding, ding.
L'enfant s'était réveillé tout à fait, comme si on l'avait frappé au visage avec une serviette humide et froide. Son cœur avait fait un bond vertigineux et un petit cri de souris s'était échappé de sa gorge. Les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes, il avait regardé le singe fixement. Zing, 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 zing. Le corps de celui-ci se balançait et s'arquait sur l'étagère. Ses lèvres s'ouvraient et se fermaient sur une joie hideuse, révélant de monstrueuses dents carnivores. « Arrête !» avait murmuré Hal. Son frère s'était retourné dans son lit et avait grogné bruyamment. Tout le reste était silencieux, sauf le singe. Les cymbales claquaient et résonnaient. Il allait sûrement réveiller son frère, sa mère, le monde entier. Il allait réveiller les morts. Ding, 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 ding. Hal s'était approché de lui dans l'intention de le faire taire d'une façon ou d'une autre, peut-être en glissant la main entre les cymbales jusqu'à ce que le mécanisme se détende. Mais il s'était arrêté tout seul. Les cymbales s'étaient réunies une dernière fois, ding, et s'étaient lentement écartées pour reprendre leur position initiale. Le cuivre luisait dans la pénombre. Le singe souriait de toutes ses dents d'un jaune sale. La maison avait replongé dans le silence. Sa mère s'était retournée dans son lit et, en écho à celui de Bill, avait émis à son tour un grognement. Hal était retourné se coucher et, le cœur battant la chamade, il avait tiré bien haut les couvertures en pensant « Demain, je le remettrai dans le débarras, j'en veux pas. » Mais le lendemain, il avait oublié de ranger le singe, car Madame Shelburne n'était pas allée travailler. Bella était morte. Leur mère n'avait pas voulu leur raconter ce qui s'était passé exactement. C'était un accident, un terrible accident, leur avait-elle seulement dit. Mais cet après-midi-là, en rentrant de l'école, Bill avait acheté un journal et avait ramené dans leur chambre, caché sous sa chemise, la page 4. Pendant que leur mère préparait le dîner dans la cuisine, il avait, en butant sur les mots, lu l'article à son frère. Mais Hal avait pu déchiffrer lui-même le gros titre. 2 jeunes femmes assassinées pour un différend domestique. Bella McCaffery, 19 ans, et Sally Tremont, 20 ans, ont été abattus par le petit ami de mademoiselle McCaffery, Leonard White, 25 ans, alors qu'ils se disputaient pour savoir qui sortirait prendre livraison d'une commande passée chez le traiteur chinois. Mademoiselle Tremont était décédée à l'hôpital de Hartford. Madame Bella McCaffery est morte sur le coup. C'est comme si Bella avait disparu dans l'un de ces magazines à scandale, avait pensé Hal. Et il avait senti un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale et lui enserrer le cœur. C'est alors qu'il avait réalisé que les coups de feu avaient été tirés à peu près au moment où le singe... « Hal !» demanda Terry d'une voix somnolente. « Tu viens te coucher ?» Il cracha son dentifrice dans le lavabo et se rinça la bouche. « Oui, acquiesça-t-il. » Plus tôt dans la soirée, il avait rangé le singe dans sa valise soigneusement verrouillée. Il reprenait l'avion pour le Texas 2 ou 3 jours après. Mais auparavant, il allait se débarrasser une bonne fois pour toutes de cet objet maudit, d'une façon ou d'une autre. « Tu n'y es pas allé de main morte avec Dennis cet après-midi » lui reprocha Terry dans le noir. « Ça fait un bon moment qu'il a besoin d'être repris en main, il me semble. Il a perdu pied. Je ne voudrais pas qu'il se casse la figure. » Sur le plan psychologique, frapper un enfant n'a jamais été... Je ne l'ai pas frappé, Terry, nom d'un chien. Le bon moyen d'affirmer son autorité. Oh, je t'en prie, arrête avec ces conseils sortis tout droit de tes groupes de réflexion de merde, lança-t-il avec colère. Je vois, tu ne veux pas qu'on parle de ça. Sa voix était glacée. Je lui ai dit aussi que je ne voulais pas de drogue sous notre toit. C'est vrai ? Demanda-t-elle avec anxiété. Comment l'a-t-il pris ? Qu'a-t-il répondu ? Allons, Terry, que pouvait-il dire ? Que j'étais virée ? Al, qu'est-ce qui te prend ? T'es pas comme ça d'habitude, qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, répondit-il en pensant au singe enfermé dans sa samsonite. Pourrait-il l'entendre s'il se mettait à faire claquer ses cymbales ? Oui, certainement. Faiblement, mais il l'entendrait. Sonnant le glas pour quelqu'un, comme il l'avait fait pour Bella, Johnny McCabe, Daisy, la chienne de l'oncle Will.
Zing, zing, zing. Tu es là, Hal? Je suis un peu tendue en ce moment. J'espère qu'il n'y a pas autre chose. En tout cas, je n'aime pas quand tu es comme ça. Ah bon? La suite lui échappa avant qu'il ait pu la retenir. Il ne chercha même pas à la retenir. T'as qu'à prendre un Valium et tu verras à nouveau la vie en rose. Il entendit son souffle oppressé tout d'un coup. Puis elle se mit à pleurer. Il aurait pu essayer de la réconforter, peut-être, mais il s'en sentait incapable. Il y avait trop de terreur en lui. Ça ira mieux quand le singe aurait disparu pour de bon. Seigneur, par pitié, pour de bon cette fois. Il chercha le sommeil jusque tard dans la nuit, jusqu'aux premières lueurs grises du matin. Mais il pensait avoir trouvé ce qu'il fallait faire. La deuxième fois, c'est Bill qui avait trouvé le singe. C'était environ 1 an et demi après que le décès de Beulah McCaffrey eût été constaté sur les lieux du crime. C'était l'été. Hal venait d'achever sa dernière année d'école maternelle. Il rentrait après un après-midi de jeu. « Lave-toi les mains, jeune homme, tu es sale comme un petit cochon » s'était écriée sa mère. Elle lisait en buvant du thé glacé, assise sous le porche. Elle était en congé pour 2 semaines. Hal avait symboliquement passé ses mains sous l'eau froide et en avait laissé les empreintes crasseuses sur la serviette. « Où est Bill ?»« Là-haut, dis-lui de ranger son coin. Il y a une de ces pagailles. » Hal, toujours ravi de transmettre une nouvelle désagréable, avait gravi les escaliers 4 à 4. Son frère était assis par terre. La petite porte d'accès au débarras était entrebâillée, semblable à l'entrée d'un terrier de lapin. Bill tenait le singe entre ses mains. « Il est cassé !» s'était écrié Hal précipitamment. Il se souvenait à peine de cette nuit où il était revenu des toilettes et où le singe s'était mis à frapper ses cymbales. Pourtant, il était inquiet. Une semaine après environ, il avait fait un cauchemar à propos du singe et de Beulah. Il ne se rappelait plus précisément. Il s'était réveillé en hurlant avec l'impression que le poids léger qu'il sentait sur sa poitrine était celui du singe et qu'en ouvrant les yeux, il le verrait sourire devant lui. Bien entendu, il ne s'agissait que de son oreiller qui l'étreignait éperdument. Pour le calmer, sa mère lui avait apporté un verre d'eau et 2 cachets d'aspirine pour bébé d'un orange crayeux, équivalent du Valium à l'usage des enfants perturbés. Elle avait mis ce cauchemar sur le compte de la mort de Beulah. C'était bien de cela qu'il s'agissait, mais pas exactement comme elle le croyait. Ses souvenirs étaient très flous à présent, mais le singe l'effrayait toujours, surtout ses cymbales et ses dents. « Je sais » avait répondu Bill en jetant le jouet. « C'est bête. » Il avait atterri sur le lit de Bill, les yeux fixés sur le plafond, les cymbales immobiles. Hal n'aimait pas le voir là. « Tu veux qu'on aille acheter des sucettes chez Teddy ?»« J'ai déjà dépensé tout mon argent de poche » avait répondu Hal. « En plus, maman a dit que tu devais ranger ton coin. »« Ça peut attendre » avait dit Bill. « Tu veux que je te prête du fric ?» Bill lui infligeait bien parfois une brûlure indienne, ou alors il le faisait tomber, ou encore le frappait sans raison, mais dans l'ensemble il était sympa. « Dac !» s'était écrié Hal, plein de gratitude. « Mais je vais d'abord remettre ce singe cassé dans le débarras. »« Laisse tomber, on y va, va !» Bill était déjà debout. Son frère l'avait suivi. Les humeurs de Bill étaient changeantes, et s'il perdait du temps à ranger le singe, Hal risquait de rater sa sucette. Ils étaient allés chez Teddy et en avaient acheté, et pas n'importe lesquels, des super à la myrtille. Puis ils avaient rejoint des gamins qui commençaient une partie de baseball. Hal, trop petit pour jouer, s'était assis à l'écart, sur la touche, léchant sa sucette à la myrtille et courant derrière les balles perdues. Ils n'étaient pas rentrés à la maison avant la nuit et avaient tous les deux eu droit à une bonne tape sur les fesses. Hal à cause de la serviette sale et Bill parce qu'il n'avait pas rangé ses affaires. Après le dîner, il y avait eu la télé et en fin de compte, Hal avait complètement oublié le singe. Ce dernier s'était retrouvé on ne sait comment sur l'étagère de Bill, juste à côté de la photo dédicacée de Bill Boyd. Il y était resté pendant presque 2 ans. Au fil du temps, Madame Shelburne avait eu de plus en plus de difficultés à payer des babysitters, et à partir du moment où Hal avait eu 7 ans, elle les avait quittés chaque matin sur ces mots « Prends bien soin de ton frère, Bill ».
Mais ce jour-là, son aîné ayant été retenu à l'école, Hal avait dû rentrer seul à la maison. Il s'était arrêté à chaque coin de rue, attendant qu'il n'y ait plus la moindre voiture à l'horizon, avant de s'élancer pour traverser à toute vitesse, les épaules rentrées, comme un soldat franchissant un no man's land. Il avait pénétré dans la maison en prenant la clé sous le paillasson et s'était précipité sur le frigo pour se servir un verre de lait. Il avait saisi la bouteille, mais, soudain, elle lui avait échappé des mains et s'était cassée sur le sol en 1000 morceaux. Il y avait eu des éclats de verre partout. « Ding, 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 ding » avait-il entendu venant de leur chambre. « Ding, 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 ding. Salut Hal, bienvenue à la maison. Mais au fait, est-ce que ce n'est pas ton tour? Ce ne serait pas à toi, cette fois? Est-ce qu'à leur tour, ils ne vont pas te trouver raide mort ?» Il était resté là, immobile, à regarder le verre brisé et la mare de lait, plein d'une terreur qu'il ne pouvait ni nommer ni comprendre. Elle sourdait tout simplement de chacun de ses pores. Il s'était précipité dans l'escalier. Le singe était toujours sur l'étagère de Bill dans leur chambre. Il avait l'air de le dévisager. Il avait fait tomber la photo dédicacée de Billy Boyd, face contre le lit de Bill. Il s'agitait, souriait et faisait claquer ses cymbales. Hal s'en était doucement approché. Il n'avait pas pu s'en empêcher, ça avait été plus fort que lui. Les cymbales s'écartaient d'une brusque secousse, se heurtaient et s'écartaient une nouvelle fois. Arrivé près du singe, Hal avait entendu les rouages qui tournaient dans ses entrailles. Brusquement, avec un cri de dégoût et de terreur, il l'avait fait valser de l'étagère comme on ferait avec un insecte. Le singe avait heurté l'oreiller de Bill, puis avait atterri sur le sol, cymbales toujours en mouvement. Ding, 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 lèvres étirées puis refermées. Et il était resté là, couché sur le dos, dans une flaque de soleil en cette fin avril. Hal lui avait donné un coup de pied. Il avait frappé aussi fort que possible. Et cette fois-ci, le cri qui lui avait échappé était un cri de fureur. Le singe avait voltigé à travers la pièce au ras du sol, rebondi contre le mur et s'était immobilisé. Hal lui avait fait face, les poings serrés, le cœur battant. Le singe souriait, un éclat de soleil comme une pointe d'aiguille dans un de ses yeux de verre. « Donne-moi autant de coups de pied que tu veux, semblait-il lui dire. Je ne suis fait que de rouages, de mécanismes et d'un engrenage à vis sans fin ou deux. Donne-moi autant de coups de pied que tu en as envie. Je ne suis pas réel, juste un drôle de singe mécanique. C'est tout ce que je suis. » Qui est mort? Il y a une explosion à l'usine d'hélicoptères. Qu'est-ce qui s'élève ainsi dans le ciel comme une grosse boule de bowling ensanglantée, avec des yeux là où devraient se trouver des trous pour les doigts? Est-ce la tête de ta mère, Hal? Ouh! Quelle trajectoire emprunte la tête de ta mère? Ou alors au coin de Brook Street? Regarde par là, la voiture roulait trop vite. Le conducteur était saoul. Il y a un Bill de moins sur terre. As-tu entendu le craquement quand les roues sont passées sur son crâne et quand son cerveau a giclé par ses oreilles? Oui? Non? Peut-être? Ne me demande rien, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Tout ce que je sais faire, c'est frapper ces cymbales. Ding, ding, ding. Qui est mort sur le coup, Hal? Ta mère? Ton frère? Ou bien est-ce toi, Hal? Est-ce toi? Il s'était précipité à nouveau sur lui dans l'intention de le piétiner, de l'écraser, de lui sauter par-dessus à pieds joints, jusqu'à ce que le mécanisme et rouage volent en éclats, que ses horribles yeux de verre roulent sur le sol. Mais au moment où il l'avait atteint, les cymbales s'étaient rapprochées une fois de plus, très doucement. Tsing! Quelque part à l'intérieur, un ressort venait de libérer un dernier cran. On aurait dit qu'une aiguille de glace s'était frayé un chemin jusqu'au plus profond de son cœur et le transperçait, brisant net sa fureur et le laissant une nouvelle fois malade de terreur. Le singe semblait le savoir, comme son sourire paraissait joyeux. «
Saisissant entre le pouce et l'index de sa main droite un de ses bras, Hal l'avait ramassé, la bouche tordue par la répulsion, comme s'il avait tenu un cadavre. La fausse fourrure râpée semblait chaude et fiévreuse contre sa peau. Il avait ouvert fébrilement la petite porte du débarras et avait allumé la lumière. Tout le temps où il avait rampé le long des rangements, entre les échafaudages de carton, les livres de navigation, les albums de photos et le rôdeur de produits chimiques éventés, les souvenirs et les vieux vêtements, le singe avait souri et Hal avait pensé « S'il se met à frapper ses cymbales et à bouger dans ma main, je vais hurler, et si je hurle, il ne se contentera plus de sourire, il rira de moi et je deviendrai fou. » Et on me retrouvera ici, bavant et riant comme un fou. Je ne serai fou. Mon Dieu, je t'en prie, Seigneur, par pitié, ne me laisse pas devenir fou. Il était arrivé au fond, avait repoussé 2 boîtes de ses mains crispées et, renversant le contenu de l'une d'elles, il avait fourré le singe dans le carton Ralston Purina. Légèrement replié sur lui-même, celui-ci avait l'air de s'y trouver parfaitement à son aise, comme s'il était enfin de retour chez lui, cymbales écartées, son sourire simiesque semblant toujours se moquer de Hal. Ce dernier rampa à reculons, transpirant abondamment, chaud et froid, feu et glace à la fois. Il attendait que les cymbales s'ébranlent et alors, lorsqu'elles auraient commencé, le singe sauterait hors du carton et se précipiterait vers lui à la manière d'un scarabée, mécanisme vrombissant, cymbales claquant furieusement et... Rien de tout cela ne s'était produit. Il avait éteint la lumière, claqué la petite porte semblable à l'entrée d'un terrier et s'était appuyé dessus, haletant. Finalement, il s'était senti un peu mieux. Il était descendu, les jambes flageolantes, avait pris un sac vide et avait commencé à ramasser les tessons et éclats de la bouteille de lait brisée en se demandant s'il allait se couper et saigner jusqu'à ce que mort s'en suive, si c'était là le sens du claquement des cymbales. Mais ça non plus, ça n'avait pas eu lieu. Il avait pris une serviette, avait épongé le lait répandu, puis s'était assis et avait attendu de voir si sa mère et son frère allaient revenir à la maison. C'est sa mère qui était rentrée la première. « Où est Bill ?» avait-elle demandé. Persuadée désormais que Bill devait être mort quelque part, Hal avait commencé à expliquer d'une voix basse que Bill avait été retenu à l'école par une réunion du groupe théâtral. Mais au fond de lui, il savait bien que, même si la réunion avait duré très longtemps, il aurait dû être de retour à la maison depuis au moins une demi-heure. Sa mère l'avait regardé avec curiosité, avait commencé à lui demander s'il y avait un problème, quand tout à coup la porte s'était ouverte et Bill était rentré. Sauf qu'il ne s'agissait pas du tout de Bill, enfin, pas vraiment. Devant eux se tenait un Bill fantomatique, pâle et silencieux. « Que se passe-t-il » s'était écriée madame Shelburne. « Bill, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il s'était mis à pleurer, et ils avaient tant bien que mal réussi à démêler son récit à travers ses larmes. Il y avait une voiture. Lui et son copain, Charlie Silverman, rentraient de l'école après la réunion, et la voiture avait pris le tournant de Brook Street beaucoup trop vite, et Charlie était resté cloué sur place. Bill l'avait tiré par la main, mais il avait lâché prise, et la voiture... Bill avait éclaté en bruyants sanglots hystériques. Sa mère l'avait attiré contre elle, l'avait bercé. Hal avait regardé dehors et avait vu 2 policiers sous le porche. La voiture de police dans laquelle ils avaient ramené Bill était garée devant la maison. Alors, il s'était mis à pleurer lui aussi, mais en fait c'était des larmes de soulagement. Bill, à son tour, avait fait des cauchemars. Devant ses yeux, Charlie Silverman ne cessait de mourir, encore et encore, projeté sur le capot de la Hudson Cornet rouillée que l'ivrogne conduisait, ses bottes de western rouge valsant loin de lui. La tête de Charlie Silverman et le pare-brise de la Hudson s'étaient percutés violemment. Ils avaient tous 2 été fracassés. Le chauffard, Sue, propriétaire d'une confiserie à Milford, avait eu une crise cardiaque peu après son arrivée au poste, peut-être à la vue de la cervelle de Charlie Silverman en train de sécher sur son pantalon. Et son avocat s'en était assez bien sorti lors du procès avec une argumentation du genre
cet homme est déjà bien assez puni comme ça. » Il avait écopé de 60 jours, avec sursis, et on lui avait retiré le permis de conduire dans l'État du Connecticut pendant 5 ans. C'est à peu près ce qu'avaient duré les cauchemars de Bill Shelburne. Le singe était à nouveau caché dans le débarras. Bill ne remarqua jamais sa disparition, en tout cas, il n'y fit jamais allusion. Hal s'était senti quelque temps hors de danger. Il avait même commencé à oublier le singe, ou à croire que tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais lorsqu'il était rentré de l'école, le jour où sa mère était morte, le singe était à nouveau sur une étagère, cymbale écartée, un sourire condescendant aux lèvres. Comme s'il s'était dédoublé, comme si son propre corps s'était transformé en automate à sa vue, Hal s'en était approché lentement. Il avait vu sa main se tendre et le saisir. Il avait senti crisser sous ses doigts la fourrure pelucheuse, mais cette sensation était très ouatée, un simple effleurement, comme si quelqu'un avait injecté une forte dose de novocaïne. Il percevait sa propre respiration, rapide et sèche comme le sifflement du vent dans la paille. Il l'avait retournée, avait empoigné la clé, et des années après, il devait se rappeler cette fascination morbide qu'il avait ressentie, celle d'un homme qui place contre sa paupière fermée et tressaillante un pistolet à 6 coups, chargé d'une balle, et presse sur la gâchette. « Non, ne fais pas ça. Laisse-le, jette-le, n'y touche pas. » Il avait tourné la clé et avait entendu, bien détaché sur le silence, une série de minuscules déclics. Lorsqu'il avait lâché la clé, le singe avait commencé à frapper ses cymbales et Hal avait senti son corps bouger par saccades, s'arquer puis se redresser, s'arquer puis se redresser, comme s'il était vivant. Et il était vivant, se contorsionnant entre ses mains comme un pygmée répugnant, et les vibrations qu'il avait senties à travers la fourrure brune râpée n'étaient pas produites par des rouages, mais par des battements d'un cœur. Avec un grognement, Hal avait lâché le singe et avait reculé, les ongles fichés dans sa chair, sous ses yeux, les paumes de ses mains plaquées contre sa bouche. Il avait trébuché sur quelque chose et avait failli tomber. Il se serait alors retrouvé sur le sol avec lui, ses yeux bleus exorbités plongés dans les yeux noisettes vitreux. Tant bien que mal, il s'était frayé un chemin jusqu'à la porte, l'avait passée à reculons, l'avait claquée et s'était appuyé contre elle. Soudain, il s'était précipité vers la salle de bain et avait vomi. C'est Madame Stuckey, de l'usine d'hélicoptères, qui avait apporté la nouvelle. Jusqu'à ce que tante Ida arrive du Maine, pendant ces 2 premières nuits qui avaient semblé ne jamais devoir finir, elle était restée avec eux. Leur mère était morte d'une embolie au cerveau en milieu d'après-midi. Elle se trouvait près de la fontaine, un gobelet en carton à la main, et s'était écroulée comme si on l'avait abattue d'une balle, le gobelet toujours dans une main. De l'autre, elle s'était agrippée à la fontaine et avait entraîné dans sa chute le grand réservoir d'eau de Cologne qui s'était fracassé par terre. Mais le médecin de l'usine, appelé d'urgence, avait dit plus tard qu'il pensait que Madame Shelburne était morte avant que l'eau n'ait eu le temps de tremper sa robe et ses sous-vêtements et de mouiller sa peau. Personne ne répéta jamais rien de tout cela au garçon, mais Hal le savait quand même. Cette scène, il l'avait vue si souvent dans ses rêves au cours des interminables nuits qui avaient suivi la mort de sa mère. « Tu n'arrives toujours pas à t'endormir, petit frère ?» lui avait demandé Bill. Et Hal avait supposé qu'il mettait cette agitation et ses cauchemars sur le compte de la mort si soudaine de leur mère. Il avait raison, mais en partie seulement. Il était surtout torturé par la culpabilité, rongé par la certitude implacable qu'il avait tué sa mère en remontant le mécanisme du singe par un bel après-midi ensoleillé. Lorsque Hal s'endormit, son sommeil dut être très profond. Quand il se réveilla, il était presque midi. Pittet, assis en tailleur sur une chaise à l'autre bout de la chambre, mangeait méthodiquement une orange, quartier par quartier, en regardant une émission de jeu à la télé. Hal se jeta d'un bond hors du lit. Il avait l'impression d'avoir été endormi à coups de poing et d'avoir été réveillé de même. Il avait des élancements dans la tête. « Où est ta mère, Pittet ?»
Denis et maman sont partis faire des courses, répondit Pitet en balayant la pièce du regard. J'ai préféré rester ici avec toi. Est-ce que tu parles toujours pendant ton sommeil, papa? Non, dit Al en regardant son fils avec inquiétude. Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas réussi à comprendre. J'ai eu peur, enfin un peu. Eh bien, me voilà redevenu normal, déclara Al, réussissant à esquisser un petit sourire. Pitet lui sourit en retour, et Al se sentit à nouveau envahi par cet amour qu'il portait à son fils. Un sentiment joyeux, fort et sans complication. Il se demanda pourquoi il avait toujours éprouvé cette tendresse pour Pitet, pourquoi il avait toujours eu l'impression de le comprendre, de pouvoir l'aider, et pourquoi, au contraire, Denis lui semblait une fenêtre trop opaque pour qu'il puisse regarder au travers, un mystère dans ses comportements et dans ses habitudes. Le genre de garçon qui lui restait étranger parce que trop différent de ce que lui-même avait été. Il était facile d'expliquer le changement d'attitude de Denis par le départ de Californie ou... Soudain, il se figea. Le singe se tenait sur le rebord de la fenêtre, cymbale écartée. Al sentit son cœur s'arrêter net dans sa poitrine, puis se mettre à battre à tout rompre. Sa vue se brouilla et sa tête déjà douloureuse le fit tout à coup souffrir atrocement. Il s'était échappé de sa valise et lui souriait à présent, depuis l'appui de sa fenêtre. « Tu croyais t'être débarrassé de moi, hein? Mais tu avais déjà cru ça avant, n'est-ce pas ?» « Oh oui, pensa-t-il au bord de la nausée. Oui, je l'ai cru. »« Pitet, c'est toi qui as sorti ce singe de ma valise ?» demanda-t-il, sûr de la réponse. Il avait fermé la valise à clé et avait placé cette dernière dans la poche de son pardessus. Pitet jeta un coup d'œil au singe et, l'espace d'un instant, l'expression de son visage changea. « La gêne, pensa Al. « Non, répondit-il, c'est maman qui l'a mis là. »« C'est ta mère ? » ?»« Ouais, elle te l'a pris, elle riait. »« Elle me l'a pris ? Qu'est-ce que tu racontes ? » ?»« Tu le serrais contre toi dans le lit. Moi, j'étais en train de me brosser les dents, mais Denis t'a vu ? Ça l'a fait rire lui aussi. Il a dit que tu avais l'air d'un bébé avec son nounours. » Al regarda le singe. Il avait la bouche tellement sèche qu'il ne pouvait déglutir. Il l'avait eu avec lui au lit. Au lit ? Cette fourrure répugnante contre sa joue, peut-être même contre sa bouche, ses yeux furieux fixés sur son visage endormi, ce sourire grimaçant près de son cou, sur son cou, Seigneur ! Il se retourna brusquement et alla droit au débarras. La samsonite était là, toujours verrouillée. La clé se trouvait toujours dans son pardessus. Derrière lui, la télé s'arrêta brutalement. Il ressortit lentement du débarras. Pitet le regardait d'un air sérieux. « Papa, je n'aime pas ce singe, dit-il. »« Moi non plus, répondit Al. Pitet le regarda avec attention pour voir s'il plaisantait et comprit qu'il n'en était rien. Il s'approcha de son père et se serra très fort contre lui. Al sentit qu'il tremblait. Pitet lui parla alors à l'oreille, très rapidement, comme s'il avait peur de ne pas trouver une seconde fois le courage de le dire, ou comme s'il craignait que le singe ne l'entendît. « On dirait qu'il nous regarde, où qu'on se trouve dans la pièce. Et si on va dans la chambre d'à côté, on dirait qu'il nous regarde à travers le mur. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir l'impression qu'il attendait quelque chose de moi. » Pitet frissonna. Al l'étreignit de toutes ses forces. « Comme s'il voulait qu'on remonte son mécanisme, » ajouta Al. Pitet acquiesça précipitamment d'un grand mouvement de la tête. « Il n'est pas vraiment cassé, hein, papa ?» »« Il l'est parfois, » répondit Al en regardant le singe par-dessus l'épaule de son fils. « Mais parfois il fonctionne. » Quelque chose me poussait à venir par ici et à remonter le mécanisme. Tout était si calme. Alors j'ai pensé, je peux pas, ça va réveiller papa. Mais j'en avais toujours envie. Alors je me suis approchée et je l'ai touché. J'ai détesté son contact. Mais je l'ai aimé en même temps. On aurait dit qu'il me disait « Remonte-moi, Pitet, nous pourrons jouer ensemble. Ton père ne se réveillera pas, il ne se réveillera plus jamais. Remonte-moi, remonte-moi. » Et le garçon éclata soudain en sanglots. « Il est mauvais, je le sais. Il a quelque chose de bizarre. On ne pourrait pas le jeter, papa, s'il te plaît. » Le singe souriait de son perpétuel sourire. Entre eux coulaient les larmes de Pitet. Le soleil de cette fin de matinée étincelait sur les cymbales de cuivre. La lumière,
réfléchie vers le haut, dessinait des lignes sur le plafond de stuc blanc du motel. « À quelle heure ta mère pensait-elle rentrer avec Denis, Pittet ?»« Vers 1 heure. » Gêné d'avoir pleuré, il essuya ses yeux rouges avec la manche de sa chemise. Mais pour rien au monde, il n'aurait regardé le singe. « J'ai allumé la télé, murmura-t-il, et j'ai monté le son. Pas de problème, Pittet. » Comment cela se serait-il produit, se demanda Hal. Crise cardiaque? Une embolie comme ma mère? Quoi d'autre? Est-ce vraiment important? Et tout de suite après, une autre pensée, plus effrayante encore. S'en débarrasser, le jeter. Mais peut-on vraiment s'en débarrasser? Est-il vraiment possible de s'en débarrasser? Le singe lui souriait d'un air moqueur, cymbale écartée de 30 centimètres. S'était-il tout à coup mis en branle la nuit de la morte tante Ida? Se demanda-t-il soudain. Était-ce le dernier bruit qu'elle avait entendu, ce ding, ding, ding assourdi du singe frappant ses cymbales dans le grenier sombre pendant que le vent sifflait dans les gouttières? C'est peut-être pas si fou, dit lentement Hal à son fils. Va chercher ton sac, Pittet. Qu'allons-nous faire? Demanda Pittet en lui jetant un regard indécis. Peut-être qu'on peut s'en débarrasser. Pour toujours, peut-être, ou seulement pour un moment plus ou moins long. Peut-être qu'il ne cessera jamais de revenir et qu'il n'y a rien d'autre à faire, mais peut-être que nous pouvons lui dire au revoir pour très longtemps. Il lui a fallu 20 ans pour réapparaître cette fois-ci. Il lui a fallu 20 ans pour sortir du puits. « On va aller faire un tour en voiture, » expliqua Hal. Il se sentait assez calme, mais son corps lui paraissait terriblement pesant. Même ses globes oculaires semblaient s'être alourdis. « Avant tout, prends ton sac et va ramasser 3 ou 4 grosses pierres sur le bord du parking. Mets-les dans le sac et rapporte-moi celui-ci, d'accord ?» Un éclair de compréhension brilla dans les yeux de Pittet. « D'accord, pas !» Hal regarda sa montre. Il était presque 12h15. « Dépêche-toi, je veux être parti avant le retour de ta mère. »« Où allons-nous ?»« Chez oncle Will et tante Ida, » répondit Hal. « À la maison. » Hal se rendit à la salle de bain et attrapa la brosse derrière la cuvette des WC. La brandissant telle une baguette magique de bazar, il retourna près de la fenêtre et regarda Pittet qui, dans sa veste Melton, traversait le parking, son sac de voyage sur lequel le mot Delta se détachait clairement en lettres blanches sur fond bleu à la main. Lente et maladroite en cette fin de saison chaude, une mouche se cognait en frombissant dans un des angles supérieurs de la fenêtre. Hal connaissait bien cette sensation. Il vit Pittet déterrer 3 grosses pierres, puis revenir à travers le parking. Une voiture surgit alors de derrière le motel. Elle allait trop vite, bien trop vite, et sans qu'il ait réfléchi, avec le genre de réflexe dont fait preuve un bon joueur de baseball, il abattit la main qui tenait la brosse, comme pour porter un coup de karaté, et ne bougea plus. Les cymbales se refermèrent sans bruit sur sa main, et il aperçut quelque chose dans l'air, quelque chose qui ressemblait à de la rage. Les freins de la voiture hurlèrent. Pittet fit un bond en arrière. Le conducteur lui adressa un geste impatient, comme s'il était responsable de ce qui avait failli se produire. Son col battant comme une aile, le jeune garçon traversa le parking en courant et rentra dans le motel par l'arrière. La sueur dégoulinait le long de la poitrine de Hal. Il la sentit couler sur son front comme une bruine huileuse. Les cymbales pesaient de leur métal froid contre sa main et l'engourdissaient. « Vas-y, pensa-t-il lugubre. Vas-y, je peux attendre toute la journée jusqu'à ce que l'enfer tout entier soit gelé s'il le faut. » Les cymbales s'écartèrent et s'immobilisèrent. Hal entendit un faible clic à l'intérieur du singe. Il releva la brosse et l'examina. Quelques poils blancs avaient noirci, comme si on les avait flambés. La mouche vrombissait et se cognait contre la vitre, à la recherche du froid soleil d'octobre qui semblait si proche. Pittet arriva en courant, la respiration rapide, les joues roses. « J'en ai trouvé 3 grosses, pas. Tout va bien, papa ?»« Ça va, répondit Hal. Apporte-moi le sac. »
Hal attira avec son pied la table basse qui se trouvait près du canapé, l'amena juste sous le rebord de la fenêtre et posa le sac dessus. Comme des lèvres, il écarta les bords et vit luire à l'intérieur les pierres que Pittet avait ramassées. Du bout de la brosse, il déséquilibra le singe. Celui-ci chancela un instant et tomba dans le sac. On entendit un faible « ding » lorsque les cymbales heurtèrent l'une des pierres. « Papa !» interrogea Pittet, l'air effrayé. Hal se retourna vers lui. Il s'était passé quelque chose avait changé. Mais quoi? Alors, il suivit la direction du regard de Pittet et comprit. Le vrombissement de la mouche avait cessé. Elle gisait, morte, sur le rebord de la fenêtre. « Est-ce le singe qui a fait ça ?» murmura Pittet. « Allons, » répondit Hal, en refermant la fermeture éclair du sac de voyage. « Je t'expliquerai pendant le voyage jusqu'à la maison. »« On va y aller comment? Maman et Denis ont pris la voiture. »« Ne t'en fais pas, dit Hal, en lui ébouriffant les cheveux. » Il montra à l'employé son permis de conduire et un billet de $20. Après avoir accepté pour garantie la montre de Hal, une Texas Instruments digitale, l'employé tendit à Hal les clés de sa propre voiture, une AMC Gremlin toute cabossée. Ils prirent la direction de l'est vers Casco par la route 302. Hal se mit à parler, avec hésitation tout d'abord, puis un peu plus vite. Il commença par dire à Pittet que son père avait probablement rapporté le singe d'un de ses voyages à l'étranger, comme cadeau pour ses fils. Ce n'était pas un jouet exceptionnel. Il n'avait rien d'étrange ni de précieux. Il devait y avoir des centaines de milliers de singes mécaniques de par le monde, certains fabriqués à Hong Kong, d'autres à Taïwan, d'autres encore en Corée. Mais à un moment quelconque, ça avait peut-être même eu lieu dans le débarras sombre de la maison du Connecticut où les deux garçons avaient passé leurs premières années, il était arrivé quelque chose au singe, un sale truc. « Il se peut, » expliqua Hal en essayant de persuader la gremlin de l'employé de dépasser les 50 à l'heure, que quelques-unes des forces mauvaises, la plupart d'entre elles, si ça se trouve, ne soient pas vraiment conscientes de leur nature. Mais il en resta là, car Pittet ne pouvait probablement pas en comprendre davantage, mais son esprit poursuivit son cheminement propre. Il pensa que beaucoup des forces malignes devaient être tout à fait semblables à un singe plein de mécanismes que l'on remonte. Les rouages tournent, les cymbales commencent à battre, le sourire grimace, les stupides yeux de verre rient, ou semblent rire. Il raconta à Pittet comment il avait découvert le singe, mais n'alla pas plus loin. Il ne voulait pas effrayer son fils plus qu'il ne l'était déjà. Son récit devint alors décousu, confus, mais Pittet ne posa aucune question. Peut-être remplissait-il lui-même les blancs, pensa Hal, de la même façon qu'il avait lui-même vu si souvent en rêve la mort de sa mère alors qu'il n'y avait en réalité pas assisté. Oncle Will et tante Ida étaient tous deux restés pour les funérailles. Ensuite, oncle Will était retourné dans le Maine. C'était la saison des récoltes et tante Ida avait prolongé son séjour de 2 semaines afin de ranger les affaires de sa sœur avant de ramener les garçons avec elle. Mais elle avait surtout consacré ce temps à se faire aimer d'eux. Terriblement choqués par la mort soudaine de leur mère, ils étaient dans un état semi-comateux. Quand ils ne réussissaient pas à dormir, elle était là avec du lait chaud. Là encore, quand un cauchemar réveillait Hal à 3 heures du matin. Sa mère s'approchait de la fontaine sans remarquer, dans les profondeurs de saphir froid, que le singe qui flottait, s'agitait, souriait et frappait ses cymbales, chaque série de mouvements laissant une traînée de bulles derrière lui. Elle était là quand Bill avait eu la fièvre, puis une éruption d'ulcération douloureuse dans la bouche, et enfin, 3 jours après l'enterrement, le croup. Elle était là. Elle s'était fait connaître des garçons, et avant qu'ils ne prennent avec elle le bus qui les avait emmenés de Hartford à Portland, Bill et Hal avaient été tour à tour la trouver et avaient pleuré sur ses genoux pendant qu'elle les étreignait et les berçait. Ça avait été le point de départ de liens très forts. La veille du jour où ils avaient quitté le Connecticut pour descendre dans le Maine, comme on disait alors, le chiffonnier était venu charger dans son vieux camion brinque-ballant l'énorme monceau de trucs inutilisés que Bill et Hal avaient sortis du débarras.
Quand tous ces vieux rebuts avaient été entassés au bord du trottoir, tante Ida leur avait demandé de retourner dans le débarras et de choisir quelque chose qu'ils auraient aimé garder en souvenir. « Nous ne pouvons pas tout conserver, les garçons, nous n'avons pas assez de place, » avait-elle dit. Et Al avait supposé que Bill l'avait prise au mot et avait fouillé une dernière fois dans ces cartons fascinants que son père avait laissés derrière lui. Al ne s'était pas joint à son frère, il n'aimait plus le débarras. Il lui était venu une idée horrible pendant ces 2 premières semaines de deuil. Et si son père n'avait pas disparu, ou fui, brûlé par la passion du voyage ou par la conscience de n'être pas fait pour le mariage? Et s'il avait été victime du singe? Quand, grondant et pétaradant, le camion du chiffonnier s'était annoncé dans la rue, Al, rassemblant tout son courage, avait d'un geste brusque saisi le singe sur l'étagère où il était resté depuis le jour de la mort de sa mère. Il n'avait pas osé le toucher depuis ce jour-là, ni même le jeter dans le débarras. Et il avait dévalé les escaliers en le tenant à la main. Ni Bill ni tante Ida ne l'avaient vu. Au sommet d'un tonneau rempli de souvenirs cassés et de livres moisis se trouvait le carton Ralston Purina, rempli d'un tas de bric-à-brac du même genre. Le mettant au défi de faire claquer ses cymbales, « Vas-y, vas-y, je t'en défie, je t'en défie !» Al avait jeté le singe dans le carton d'où il était sorti, mais son horrible sourire aux lèvres, celui-ci était demeuré immobile, penché nonchalamment en arrière, comme s'il attendait le bus. Pendant que le chiffonnier, un Italien qui portait un crucifix autour du cou et sifflotait à travers l'espace de sa dent manquante, chargeait les cartons et tonneaux dans son vieux camion à ridelles de bois, Al était resté aux alentours, petit garçon en pantalon de velours lustré et gros souliers bruns abîmés. Il l'avait vu soulever le tonneau au sommet duquel le carton Ralston Purina était posé en équilibre. Il avait vu disparaître le singe dans la benne. Il avait vu le chiffonnier remonter dans sa cabine, se moucher vigoureusement dans la paume de sa main, essuyer celle-ci avec un immense mouchoir rouge et mettre en marche le moteur dans un grondement et un nuage de fumée d'un bleu huileux. Il avait vu le camion s'éloigner. Il s'était alors senti soulagé d'un poids énorme. La sensation physique avait été nette. Bras écartés, paume vers le ciel, il avait sauté 2 fois sur place, aussi haut qu'il le pouvait. Si un voisin l'avait alors aperçu, il aurait trouvé ça bizarre. Il aurait peut-être même cru à un blasphème. Pourquoi ce garçon saute-t-il de joie? Car il s'agissait sans aucun doute de cela. Un saut de joie peut difficilement être pris pour autre chose. Se serait-il sans doute demandé, alors que sa mère n'est pas enterrée depuis 1 mois? Il le faisait parce que le singe était parti pour toujours. C'est tout au moins ce qu'il avait cru. 3 mois plus tard, à peine, tante Ida lui avait demandé de descendre du grenier les boîtes de décoration de Noël, et comme il les cherchait, à 4 pattes dans la poussière, il s'était à nouveau trouvé face à lui. Son incrédulité et sa terreur avaient été si grandes qu'il avait dû mordre profondément le côté de sa main pour s'empêcher de hurler ou de s'évanouir sur le coup. Il était là, souriant de toutes ses dents, cymbales écartées de 30 centimètres, prêt à claquer, appuyé nonchalamment dans un coin du carton Ralston Purina comme s'il attendait le bus, l'air de dire « Tu pensais en avoir fini avec moi, n'est-ce pas? Mais on ne se débarrasse pas si facilement de moi, Al. Je t'aime beaucoup, Al. Nous sommes faits l'un pour l'autre, un simple petit garçon et son singe apprivoisé, un couple de vieux amis. » Quelque part vers le sud, un imbécile de vieux chiffonnier italien gît dans une baignoire à pied de griffon, les yeux exorbités, les dents à moitié arrachées de sa bouche hurlante, un chiffonnier qui sent la vieille pile usée. Il me gardait pour son petit-fils Al. Il m'avait placé sur l'étagère de la salle de bain avec son savon, son rasoir, sa crème à raser et la radio sur laquelle il écoutait la retransmission du match des Brooklyn Dodgers. Et je me suis mis à faire cingler mes cymbales. Et l'une d'elles a heurté cette vieille radio qui est tombée dans la baignoire. Et alors je suis revenue vers toi, Al. Pendant la nuit, je me suis frayé un chemin le long des routes de campagne, et le clair de lune s'est réfléchi sur mes dents à 3 heures du matin. J'ai laissé un grand nombre de gens raides morts.
Je suis revenu vers toi, Hal. Je suis ton cadeau de Noël. Alors, remonte-moi. Qui est mort? Est-ce Bill? Oncle Will? Est-ce toi, Hal? Est-ce toi? Hal avait reculé, le visage tordu par d'horribles grimaces, les yeux roulants dans les orbites, et il avait manqué tomber au bas des escaliers. Il avait raconté à tante Ida qu'il n'avait pas réussi à trouver les décorations de Noël. C'était la première fois qu'il lui mentait. Elle avait lu ce mensonge sur son visage, mais ne lui avait pas demandé d'explication. Dieu merci. Plus tard, lorsque Bill était rentré, elle lui avait demandé d'aller les chercher, et il les avait descendus. Lorsqu'il s'était retrouvé seul, Bill, d'une voix sifflante, l'avait traité d'imbécile incapable de trouver son cul avec ses 2 mains et une lampe torche. Hal n'avait pas répondu. Il était resté pâle et silencieux et avait continué à manger. Cette nuit-là, il avait de nouveau rêvé du singe. Il avait vu une de ses cymbales heurtant la radio dans laquelle Dean Martin susurrait « When the moon hit your eye like a big pizza pie, c'est l'amore ». La radio tombant dans la baignoire, pendant que le singe souriait et frappait ses cymbales avec un zing et un zing et un zing, sauf que ce n'était pas le chiffonnier italien qui se trouvait dans la baignoire lorsque l'eau s'était chargée d'électricité. C'était lui. Hal et son fils descendirent à 4 pattes le talus situé derrière la maison, jusqu'au hangar à bateau qui se dressait sur ses vieux pilotis. Dans la main droite, Hal portait le sac de voyage. Sa gorge était sèche, ses oreilles attentives au moindre bruit. Le sac pesait très lourd. Il le posa. « N'y touche pas, ordonna-t-il. » Il fouilla dans sa poche, sortit le trousseau de clés que lui avait donné Bill et en trouva une, soigneusement étiquetée « Hangar A B. » sur un morceau de scotch. C'était une journée claire et froide, avec du vent et un ciel d'un bleu étincelant. Les feuilles des arbres qui se serraient autour du lac offraient toute la gamme des teintes brillantes de l'automne, du rouge sang au jaune des quarts de ramassage scolaire. Ils se parlaient par-dessus le vent. Des feuilles virevoltaient autour des mocassins de Pittet qui attendaient avec anxiété. Hal pouvait sentir novembre à Vauvant et l'hiver qui se pressait juste derrière lui. La clé tourna dans le cadenas et il ouvrit en grand les portes battantes. Ses souvenirs étaient vivants. Il n'avait même pas eu besoin de regarder pour abaisser le morceau de bois qui retenait la porte ouverte. Avec les odeurs de l'été, celles de l'épaisse toile et du bois verni, une forte chaleur était restée enfermée là. La barque d'oncle Will était à sa place, ses rames soigneusement bordées, comme s'il l'avait chargée la veille avec son matériel de pêche et 2 packs de 6 bières Black Label. Bill et Hal étaient souvent allés pêcher avec oncle Will, mais jamais en même temps. Oncle Will prétendait que le bateau était trop petit pour 3. La bordure rouge qu'oncle Will repeignait chaque printemps était cependant décolorée et écaillée, et des araignées avaient tissé leur soie à l'avant du bateau. Hal laissa aller la barque et la guida le long de la rampe jusqu'à la petite plage de galets. Les parties de pêche sur le lac restaient parmi ses meilleurs souvenirs des années d'enfance passées avec oncle Will et tante Ida. Il ne se doutait pas qu'il en fût de même pour Bill. Une fois que le bateau était positionné comme il le souhaitait, à quelques 50 ou 60 mètres de la rive, que les lignes étaient en place et que les verres se tortillaient à la surface de l'eau, oncle Will ouvrait ses 2 boîtes de bière, une pour lui, l'autre pour Hal. Celui-ci buvait rarement plus de la moitié de celle qu'oncle Will lui réservait après l'avoir rituellement mis en garde contre toute allusion à ce fait devant tante Ida, car elle m'abattrait comme un étranger si elle savait que je vous fais boire de la bière, les garçons, vous le savez bien. Et lui qui était d'ordinaire le plus taciturne des hommes, il devenait alors très bavard. Il racontait des histoires, répondait aux questions, tout en réamorçant l'hameçon de Hal quand il le fallait. Et la barque dérivait au gré du vent et du léger courant. « Pourquoi est-ce que tu ne vas jamais au milieu, oncle Will ?» lui avait demandé Hal un jour. « Regarde par là-bas, » avait répondu oncle Will. Hal avait vu l'eau bleue et sa ligne de traîne s'enfoncer profondément dans le noir. « Tu vois, c'est là que Crystal Lake est le plus profond, » avait dit oncle Will,
écrasant sa boîte de pierre vide d'une main et en saisissant une pleine de l'autre. Si à cet endroit il n'y a pas 300 mètres de fond, il n'y a pas un centimètre. La vieille Studebaker d'Amos Culligan se trouve quelque part là-dessous. Une année, début décembre, ce vieux cinglé est allé sur le lac avec sa voiture avant que la glace soit vraiment prise. Il a eu de la chance de s'en sortir vivant. On ne récupérera jamais cette Stud. On ne la reverra même pas jusqu'à ce que résonnent les trompettes du jugement dernier. Ce putain de lac est sacrément profond ici, ça c'est sûr. Les plus gros, c'est là qu'on les prend, Al. Pas la peine d'aller plus loin. Voyons voir ce que devient ton verre. Ramène donc ce fils de pute. Al avait obéi, et pendant qu'oncle Will accrochait à sa ligne un nouvel asticot sorti de la vieille boîte de Crisco qui lui servait à transporter ses appâts, il avait regardé l'eau fixement, fasciné, pour essayer d'apercevoir la vieille Studebaker d'Amos Culligan, rouille et algues s'échappant de la vitre ouverte du conducteur par laquelle Amos avait réussi à sortir au tout dernier moment, plante aquatique pendant en feston autour du volant comme un collier pourrissant, pendillant du rétroviseur et se balançant dans les courants comme un étrange rosaire. Mais tout ce qu'il avait pu voir, c'était un dégradé du bleu au noir et la forme de l'asticot d'oncle Will, le crochet caché dans ses replis, suspendu là, au milieu des choses. Sa propre version ensoleillée de la réalité. L'espace d'un instant, pris de vertige, Al s'était senti suspendu au-dessus d'un gouffre puissant. Il avait fermé les yeux un moment, jusqu'à ce que cette sensation s'estompe. Il croyait se souvenir avoir bu toute sa boîte de bière ce jour-là. La partie la plus profonde de Crystal Lake. S'il n'y a pas là 300 mètres, il n'y a pas 1 centimètre. Il s'arrêta un instant, essoufflé, et regarda Pité qu'il examinait toujours avec anxiété. « Tu as besoin d'aide, papa ?»« Dans un instant. » Il avait repris son souffle, et laissant un sillon derrière lui, il poussa le canot sur la petite bande de sable. La peinture s'écaillait, mais l'embarcation était restée à l'abri et semblait solide. Lorsqu'il sortait avec oncle Will, celui-ci poussait la barque le long de la rampe, et quand la proue touchait l'eau, il grimpait dedans, saisissait une rame pour s'écarter de la berge et disait « Pousse-moi, Al, montre-moi que tu es digne de confiance. »« Pose ce sac dans la barque, Pité, et pousse-moi, dit-il. Montre-moi que tu es digne de confiance, ajouta-t-il avec un léger sourire. Pité ne lui rendit pas son sourire. « Tu m'emmènes, papa ?»« Pas aujourd'hui. Une autre fois, je t'emmènerai pêcher, mais pas aujourd'hui. » Pité hésita. Le vent ébouriffait ses cheveux châtains et quelques feuilles jaunies, sèches et craquantes, passèrent au-dessus de ses épaules en tournoyant pour atterrir au bord de l'eau, oscillant comme de petits bateaux. « Tu aurais dû le rembourrer, dit-il dans un souffle. « Quoi ?» Mais Al croyait savoir de quoi Pité avait voulu parler. « Mettre du coton autour des cymbales, les scotcher pour qu'ils ne puissent pas faire ce bruit. » Al revit tout à coup Daisy qui s'approchait de lui. Elle ne marchait pas, elle titubait. Du sang avait jailli soudain de ses yeux en un flot qui avait trempé son collier et s'était écoulé avec un petit bruit sur le sol de la grange. Elle s'était affaissée sur ses pattes de devant, et dans l'air tranquille de ce printemps pluvieux, il avait entendu, venant du grenier de la maison, à 50 mètres de là, le bruit pas du tout assourdi mais curieusement clair. Zing, 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 zing. Il s'était mis à hurler comme un fou, lâchant le chargement de bois qu'il était allé chercher. Il avait couru à la cuisine prévenir oncle Will qui, les bretelles encore pendantes, mangeait des œufs brouillés avec des toasts. « C'était un vieux chien, Al, » avait dit oncle Will, le visage hagard, l'air âgé lui-même. « Elle avait 12 ans. C'est beaucoup pour un chien. Faut pas te mettre dans cet état. La vieille Daisy n'aimerait pas ça. » « Vieille » avait répété le vétérinaire en écho. Mais il avait quand même l'air troublé, car les chiens, même âgés de 12 ans, ne meurent pas d'une hémorragie cérébrale. Comme si quelqu'un lui avait mis un pétard dans la tête. C'est ce que Al avait entendu le vétérinaire dire à oncle Will pendant que celui-ci creusait un trou derrière la grange pas loin de l'endroit où il avait enterré la mère de Daisy en 1950.
J'ai jamais rien vu de pareil, Will. Plus tard, fou de terreur mais incapable de s'en empêcher, Hal était monté au grenier. « Hello, Hal, comment ça va ?» Le singe souriait dans son coin d'ombre. Ses cymbales étaient écartées d'environ 30 centimètres. Le coussin du canapé que Hal avait coincé entre elles se trouvait à présent à l'autre bout du grenier. Quelque chose, quelque force, l'avait lancé assez fort pour déchirer son enveloppe, et son rembourrage s'en échappait. « T'en fais pas pour Daisy !» murmurait le singe à l'intérieur de son crâne, ses yeux noisettes plongés dans les immenses yeux bleus de Hal Shelburne. « T'en fais pas pour Daisy. Elle était vieille, Hal. Même le veto l'a dit. Et au fait, t'as vu le sang jaillir de ses yeux, Hal? Remonte-moi, Hal. Remonte-moi et jouons. Qui est mort, Hal? Est-ce toi? » Quand il avait repris ses esprits, il s'était aperçu qu'il s'était approché du singe, comme sous hypnose. L'une de ses mains était tendue vers la clé. Alors il s'était précipité à reculons et dans sa hâte avait failli trébucher au bas des escaliers. C'est sans doute ce qui lui serait arrivé si la cage d'escalier n'avait pas été si étroite. Un petit gémissement s'était échappé de sa gorge. À présent, il était dans la barque, les yeux posés sur Pittet. « Emmitoufler ses cymbales, ça ne marche pas, dit-il. J'ai déjà essayé. » Pittet jeta un regard nerveux sur le sac de voyage. « Que s'était-il passé, papa ?»« Rien dont j'ai envie de parler maintenant, » répondit Hal, « et rien que tu as envie d'entendre. Allons, pousse-moi un peu. » Pittet se pencha sur l'embarcation et l'arrière frotta sur le sable. Hal poussa avec une rame et tout à coup, la sensation d'être attaché à la terre disparut et la barque se mit à bouger légèrement, libre à nouveau, après toutes ces années passées dans l'obscurité du hangar, bercée par les vagues légères. Hal détacha l'autre rame et referma les dames de nage. « Sois prudent, papa, » lança Pittet. « Ça ne sera pas long, promit Hal, mais... » Il regarda le sac de voyage d'un air interrogateur. Il commença à ramer, penché dans l'effort. Il sentit bientôt la vieille douleur familière se réveiller au creux de ses reins et entre ses épaules. La rive s'éloigna. Comme par magie, Pittet avait à nouveau 8 ans. 6. C'était un petit garçon de 4 ans, debout au bord de l'eau. Il abritait ses yeux derrière une menotte de nouveau-né. Hal laissa son regard errer sur la rive, mais ne s'accordait pas le droit de l'inspecter. Il n'était plus revenu là depuis 15 ans, et s'il se mettait à examiner le rivage, il noterait les changements plutôt que les similitudes, et cela l'absorberait trop. Le soleil tapait son cou, et il se mit à transpirer. Il regarda le sac de voyage, et perdit un instant le rythme. Se pencher en avant, tirer vers soi. Le sac semblait plein à craquer. Il accéléra ses mouvements. Le vent se leva, sécha sa sueur et rafraîchissant sa peau. L'embarcation se souleva et lorsqu'elle retomba, des gerbes d'eau jaillirent des deux côtés de sa proue. Le vent ne s'était-il pas rafraîchi depuis nos 2 minutes? Est-ce que Pittet ne lui criait pas quelque chose? Oui. Avec tout ce vent, Hal ne parvint pas à entendre. Ça n'avait pas d'importance. Se débarrasser du singe pour 20 ans. Ou peut-être, s'il vous plaît, mon Dieu, pour toujours. Pour toujours. Voilà ce qui importait. L'embarcation se cabra et retomba. Il jeta un coup d'œil sur sa gauche et vit de minuscules moutons qui se formaient à la surface de l'eau. Il regarda à nouveau vers la rive et aperçut Hunter's Point et une épave effondrée, certainement tout ce qui restait du hangar à bateau des Burton que Bill et lui avaient connu enfant. Il y était presque arrivé à l'endroit où la fameuse Studebaker d'Amos Culligan avait plongé sous la glace un jour de décembre, il y avait de cela bien longtemps. Pittet lui criait quelque chose, il criait et montrait quelque chose du doigt. Hal ne l'entendait toujours pas. La barque roulait et tanguait, projetant des nuées de fines gouttelettes de part et d'autre de sa proue écaillée. L'une d'elles s'irisa d'un minuscule arc-en-ciel bientôt déchiqueté.
Ombre et lumière se poursuivaient sur le lac, striant le ciel comme des persiennes. Les vagues n'étaient plus douces à présent, le moutonnement avait grossi. La sueur de Hal s'était changée en chair de poule et les gouttes d'eau avaient trempé sa veste. Il ramait, le visage sombre, les yeux posés tour à tour sur la berge et sur le sac de voyage. L'embarcation fut à nouveau soulevée, si haut cette fois-ci, que pendant un instant, la rame gauche s'enfonça dans l'air et non dans l'eau. Pittet montrait le ciel du doigt, son cri n'était plus à présent qu'un son à peine audible. Hal regarda par-dessus son épaule. Le lac était agité de vagues terribles. Il était maintenant d'un épouvantable bleu sombre, ourlé de blanc. Dans le ciel, une ombre se précipitait vers la barque. Il y avait dans sa forme quelque chose de familier, de si terriblement familier que Hal leva les yeux et qu'un hurlement s'étrangla dans sa gorge nouée. Le soleil brillant derrière le nuage le façonnait en un volume bossué qui tenait 2 croissants d'or écartés. Par 2 lambeaux arrachés à l'une de ses extrémités, la lumière se déversait à flots. Lorsque le nuage passa au-dessus de la barque, les cymbales du singe, à peine étouffées par le sac de voyage, se mirent à battre. Ding, 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 ding. Ton tour est arrivé, Hal. Ton tour est enfin arrivé. Tu te trouves à l'endroit le plus profond du lac. C'est ton tour, ton tour, ton tour. Tous les repères nécessaires étaient en place sur le rivage. La carcasse rouillée de la Studebaker d'Amos-Culligan gisait quelque part au fond. C'était là que se trouvaient les plus gros. Il y était. Hal borda les rames dans les dames de nage en un tour de main, se pencha en avant sans se soucier du roulis et empoigna le sac de voyage. Les cymbales s'obstinaient dans leur scansion barbare. Les côtés du sac mugissaient comme s'il s'en échappait une ténébreuse respiration. « Ici, fils de pute !» hurla Hal. « Ici !» Et il jeta le sac par-dessus bord. Celui-ci s'enfonça rapidement. Hal le vit tomber, oscillant d'un côté, puis de l'autre, et pendant un interminable instant, il entendit encore le claquement des cymbales. Les eaux noires semblèrent s'éclaircir un peu, et il dut plonger son regard au fond des flots terribles, là où se trouvaient les plus gros. La Studebaker d'Amos-Culligan était là. La mère de Hal se tenait assise derrière le volant gluant, squelette souriant dont une des orbites décharnées abritait une perche qui le dévisageait froidement. Oncle Will et tante Ida étaient nonchalamment installés près d'elle, et les cheveux gris de tante Ida flottaient vers le haut, pendant que le sac tombait, tournant sur lui-même, et que de petites bulles argentées remontaient vers la surface. Zing, 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 zing. Hal replongeant précipitamment les rames dans l'eau et s'écorchant les jointures des doigts. Seigneur, l'arrière de la Studebaker d'Amos-Culligan était plein d'enfants morts, Charlie Silverman, Johnny McCabe. Il commença à faire virer l'embarcation. Tout à coup, il entendit entre ses pieds un craquement sec, semblable à une détonation, et soudain l'eau jaillit entre 2 planches. La barque était vieille, le bois avait sûrement un peu joué, ça n'était qu'une minuscule voie d'eau. Mais elle n'y était pas quand il avait sorti l'embarcation, il l'aurait juré. La perspective qu'il avait de la rive et du lac changea. Pittet était derrière lui à présent. Au-dessus de lui, l'horrible nuage simiesque creva. Hal se mit à ramer. Il ne lui fallut pas plus de 20 secondes pour comprendre qu'il ramait pour sa vie. Il n'était qu'un médiocre nageur, mais même un champion aurait été mis à rude épreuve dans ces eaux soudain déchaînées. 2 nouvelles planches s'écartèrent soudain avec le même craquement de coups de feu. L'eau s'engouffra à flots dans la barque, trempant ses chaussures. Il entendit quelques légers cliquetis et se rendit compte qu'ils étaient le fait de clous arrachés. L'une des dames de nage fut emportée et se retrouva à l'eau. Serait-ce ensuite le tour de l'Émerillon ? Le vent soufflait maintenant de la rive comme s'il essayait de le ralentir ou même de le repousser jusqu'au milieu du lac. Il était terrifié, mais au-delà de la terreur, il éprouvait une sorte de joie de vivre. Le singe avait disparu pour de bon cette fois. Il en avait la certitude.
Quel que dût être son propre destin, le singe ne reviendrait pas jeter son ombre sur la vie de Denis ou sur celle de Pitey. Le singe avait disparu. Il gisait peut-être sur le toit de la Studebaker d'Amos-Culligan, au fond de Crystal Lake. Disparu pour de bon. Il rama, penché sur l'avant, puis sur l'arrière. Il entendit à nouveau un craquement révélateur, et cette fois-ci la boîte de Crisco rouillée qui était rangée à l'avant de l'embarcation se mit à flotter dans 10 centimètres d'eau. Hal reçut une gerbe d'eau en plein visage. Un craquement plus fort encore, et le siège avant se cassa en 2 morceaux qui flottèrent près de la boîte d'appât. Une planche fut arrachée sur le côté gauche de l'embarcation, puis une autre, à droite cette fois-ci, au ras de l'eau. Hal ramait. Son souffle se faisait âpre dans sa bouche, chaud et sec, et sa gorge était enflée par le goût de cuivre de l'épuisement. Ses cheveux trempés de sueur flottaient autour de son visage. À présent, une fente s'ouvrait directement au fond de l'embarcation, zigzaga entre ses pieds et se poursuivit jusqu'à l'avant. L'eau s'engouffra. Il en eut bientôt jusqu'aux chevilles, puis jusqu'à mi-mollet. Il ramait, mais le bateau semblait désormais comme embourbé. Il n'osa pas regarder derrière lui pour mesurer la distance qui lui restait à parcourir. Encore une planche arrachée. La fente qui courait d'un bout à l'autre de l'embarcation se ramifia jusqu'à former un arbre. L'eau rentrait à flot. Hal ramait comme un fou, respirant profondément par saccades. Il tira 1 fois, 2 fois, et à la 3e fois, les émerillons s'arrachèrent. Il perdit une rame, mais réussit à ne pas lâcher la seconde. Il se dressa et commença à godiller désespérément. L'embarcation roula, faillit se retourner et avec un bruit sourd, il tomba à la renverse. Quelques instants plus tard, d'autres planches furent arrachées. Le banc s'effondra. Hal, saisi par le froid, se retrouva gisant dans l'eau qui emplissait le fond de la barque. Réfléchissant à toute allure, il tenta de se mettre à genoux. Il ne faut pas que Pitey voie ça, il ne faut pas qu'il voie son père se noyer sous ses yeux. Tu vas nager, patauger comme un chien s'il le faut, mais avant tout, tu vas faire quelque chose. Nouveau craquement. Tout sembla se fracasser. Il se retrouva à l'eau, nageant vers la rive comme il n'avait jamais nagé de sa vie. Et celle-ci était étonnamment proche. 1 minute plus tard, il se trouva debout avec de l'eau jusqu'à la taille, à moins de 10 mètres du bord. Pleurant et riant à la fois, Pitey se précipita vers lui dans une gerbe d'eau, les bras tendus. Hal s'avança en trébuchant. Pitey, de l'eau jusqu'à la poitrine, tomba en avant. Enfin, ils s'agrippèrent l'un à l'autre. Hal, respirant à grand bruit, souleva son fils et le porta jusqu'à la rive où ils s'écroulèrent tous les deux, haletants. « Papa, il a disparu, le méchant singe ?» ?»« Oui, je pense qu'il a disparu, et pour de bon cette fois. Oh, le bateau est tombé en morceaux, il s'est désintégré autour de toi. » Hal regarda les planches qui flottaient sur le lac à 100 mètres de là. Il ne restait plus rien de la petite barque aux planches bien jointes qu'il avait tirée du hangar à bateau. « Tout va bien à présent, dit Hal en s'appuyant sur ses coudes. Il ferma les yeux et laissa le soleil lui réchauffer le visage. « Tu as vu le nuage ?» murmura Pitey. « Oui, mais je ne l'aperçois plus maintenant. Et toi ?» Ils examinèrent le ciel. De petits nuages blancs étaient disséminés çà et là, mais il ne restait plus trace du gros nuage noir. Il avait disparu. Hal aida Pitey à se redresser. « On arrivera bien à trouver des serviettes à la maison, allez, viens !» Mais il s'interrompit et regarda son fils. C'était de la folie de courir comme ça dans l'eau. « Tu as été drôlement courageux, papa !» s'écria Pitey en le regardant gravement. « Tu crois ?» À aucun moment il n'avait eu la pression de manifester un quelconque courage. C'est la peur seule qui l'avait poussé. Elle avait été trop forte pour qu'il puisse penser à autre chose. S'il y avait eu autre chose. « Allez, viens, Pitey. »« Qu'est-ce qu'on va raconter à maman ?»« J'en sais rien, mon grand, » répondit Hal avec un sourire. « On trouvera bien, va. » Un moment encore, il regardait les planches qui flottaient sur le lac. Celui-ci, à peine parcouru de petites vaguelettes irisées, avait retrouvé sa sérénité. Soudain, Hal imagina ces vacanciers qu'il ne connaissait même pas, un homme et son fils peut-être,
en train d'essayer d'en attraper des gros. « J'en ai un, papa !» s'écrie le garçon. « Remonte-le, voyons !» répondit le père. Et, surgissant des profondeurs, des herbes prises dans ses cymbales, souriant de son terrible sourire de bienvenue, le singe. Il haussa les épaules. Ce n'était qu'une hypothèse gratuite. « Allons, répéta-t-il à Pittet. À travers les bois flamboyants de l'automne, ils remontèrent l'allée qui menait à la maison. Brighton News, 24 octobre 1980. Le mystère des poissons morts, par Betsy Moriarty. Des centaines de poissons ont été retrouvés flottant le ventre en l'air sur Crystal Lake dans la commune de Casco à la fin de la semaine dernière. Quoique les courants du lac compliquent toute tentative d'explication, on peut penser que la plupart d'entre eux ont trouvé la mort près de Hunters Point. Parmi les poissons morts, on trouve toutes les espèces communes dans ces eaux, brochetons, tacos cornus, carpes, poissons-lumes, truites brunes et truites arc-en-ciel, et même un omble. Les autorités chargées de la pêche et de la chasse se déclarent intriguées.